En 2012, quand vous preniez la présidence du Parlement européen, il y avait une volonté, en tout cas c'est ce que j'ai lu en préparant cette interview, de politiser un petit peu la présidence du Parlement européen. Quelques années après, le bilan, quel est-il? Demander les collègues, demander les chefs des gouvernements surtout. Je crois qu'on a eu beaucoup de succès de politiser le Parlement européen. C'était vraiment important de mener cette action. On l'a vu surtout, je vais prendre l'exemple, hein, le Premier ministre grec qui est présent au moment de la crise, qui débat avec le Parlement. Est-ce que vraiment vous considérez que vous avez réussi à recentrer la place du Parlement au sein de l'Union européenne aujourd'hui? Le Parlement européen est devenu pendant les dernières années le lieu du débat public sur les sujets européens qui concernent pas seulement un pays. Prenons la Grèce comme un exemple. Quand il y avait les élections anticipées en Grèce, quand il y avait les élections au mois de janvier en Grèce, c'était en France comme au Finlande, aux Pays-Bas comme en Allemagne, en Italie comme en Pologne, que les gens voulaient savoir même pendant la campagne électorale comment ça se passe. Ça veut dire pourquoi? Parce que tout le monde le savait, ce qui se passe en Grèce a un impact direct sur nous. Donc on ne peut pas dire ah c'est une élection grecque, c'est une élection grecque qui a une importance européenne. Les élections en Allemagne, les élections en France, prenons les élections régionales, les régionales en France, ont joué un rôle partout en Europe. Marine Le Pen est une présidente d'un groupe parlementaire au Parlement européen. C'est le lieu de la démocratie européenne. On a vécu une année 2015 assez riche en actualité, notamment en actualité européenne, vous venez d'en parler, c'est vraiment ça. Si on devait arrêter le temps aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année 2015? Pour moi, une année horrible. Dans ma carrière politique, je ne rappelle aucune année comparable. Aucune. Même les années 70 en Allemagne, le terrorisme de la bande Abadère en Allemagne, c'était, pendant ma jeunesse, n'était pas comparable avec ce qui se passe actuellement. Cet mélange entre terrorisme, crise économique, incertitude des citoyens sur le futur, surtout de leurs enfants. Dans quelques pays de l'Europe, il y a une soixantaine % de toute une génération, peut-être la génération la mieux éduquée dans l'histoire, par exemple, de l'Espagne ou de la Grèce, en chômage. Les risques des guerres civiles, comme en Syrie, comme au Libye, l'incertitude dans les relations transatlantiques avec les États-Unis, l'incertitude dans le cadre de la migration, 60 millions des réfugiés. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, l'a appelé un défi global, la migration. Donc, c'est le mélange entre l'incertitude objective qui existe et le sentiment d'être concerné directement par beaucoup des citoyens a créé une atmosphère qui, par ces profiteurs de la peur, de l'angoisse, comme cette femme qui siège ici et veut devenir présidente de la République française, qui gonfle encore ce ballon, ça me préoccupe beaucoup. Est-ce que vous considérez que la barque européenne aurait pu être mieux menée en cette année 2015? Ou est-ce que tout ce qui devait être fait a été fait? On peut faire toujours les choses mieux, mais je crois il faut clarifier de quoi on parle quand on parle de l'Europe. Qui est l'Europe? Est-ce que c'est moi, c'est Juncker, c'est Tusk, c'est Hollande, Merkel? Qui est l'Europe? L'Europe, parlons de l'Union européenne. Qui est l'Union européenne? L'Union européenne est une union des États souverains qui ont 28 gouvernements et les chefs des gouvernements se réunissent régulièrement à Bruxelles comme Conseil européen. Et il y a tant parmi eux qui croient que l'addition de 28 différents intérêts nationaux est la somme, en somme, l'intérêt de l'Europe. Ça, c'est faux. Ce que nous voyons actuellement, c'est une sorte de la renationalisation de la politique. Pas seulement du discours. Ça, c'est déjà depuis très longtemps que le succès est national, l'échec européen.
Mais maintenant, ça devient aussi pratique. Voyons la politique migration. Protection des frontières extérieures, c'est un devoir commun de l'Union européenne dans les mains des États membres qui l'appliquent dans une manière qui crée à l'intérieur de l'Union européenne des problèmes énormes. Donc, dès l'Union européenne, par exemple, veut en intervenir, il y a une réaction. Non, non, c'est national, c'est notre frontière, vous n'avez rien à faire avec ça. Donc, la renationalisation de l'Europe, pour moi, permet une seule conclusion. L'Union européenne est forte si les États membres de l'Union veulent qu'elle est forte. Si les États membres ne veulent pas, elle est faible. Et actuellement, la majorité des États membres de l'Union européenne, par des raisons nationales, ne reconnaissent plus la nécessité de l'approfondir, l'intégration en Europe, et ça, c'est un grand risque. Elle pourrait être faible au point de disparaître, de s'éteindre? Je recommande à tout le monde la lecture de ce livre d'un historien australien, Christopher Clark, Les Somnambules, qu'il a décrit comment les leaders au début du XXe siècle, 1914, par leur manque de dialogue mutuel, par le manque de respect, par le manque d'une stratégie conjointe, comme les somnambules sont marchés dans ce qu'on appelle en France la Grande Guerre. On ne peut pas comparer la situation. Nous n'avons pas de risque de guerre en Europe, mais nous avons le risque de l'éclatement de l'Union européenne. Ces forces centrifugaux qui veulent détruire de l'Union européenne, les gens qui siègent ici au Parlement européen, qui disent « nous sommes là pour détruire ce Parlement de l'intérieur », ils gagnent des élections. Ça, c'est dangereux. J'aimerais vous faire part d'une anecdote. Toutes les sessions, quand je reparle, je dis que je prends le taxi. Les chauffeurs, de manière systématique, me demandent « est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Est-ce qu'on a un moyen aujourd'hui de réenchanter ce lien avec la politique dont on a l'impression qu'il a été complètement rompu? C'est une question extrêmement difficile. C'est la raison pourquoi j'hésite à répondre, parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Le grand problème de l'Europe, c'est qu'il y a quelques pays qui vont très très bien. Mon pays, par exemple, l'Allemagne, a le chômage le plus bas dans l'histoire de l'après-guerre. Nous avons un surplus dans notre commerce extérieur de 8% par rapport à produit brut intérieur. C'est énorme. L'Allemagne va très bien. D'autres pays vont très mal. Si vous posez la question à un Allemand, il va vous répondre différemment qu'à un Grec. Et ça, c'est notre problème. Le déséquilibre social et économique à l'intérieur de la zone euro. Donc, on ne peut pas répondre cohérent pour la zone euro. Il faut faire la différence. Mais certainement, quelqu'un en Grèce ou quelqu'un, disons, en Italie ou en France donnerait une autre réponse que quelqu'un en Pays-Bas ou en Allemagne ou au Luxembourg. Et exactement ça, c'est notre problème, parce que l'Union européenne était une promesse de l'égalité et de... pas l'égalité culturelle, comme le craignent beaucoup, de égalité dans les chances. Et il y a actuellement un développement où il y a les uns qui ont plus de chances que les autres. On a parlé de beaucoup de choses assez anxiogènes, un petit peu négatives. Est-ce que dans cette année 2015, il y a au moins quelque chose qu'a fait le Parlement qui vous donne le sourire? Chaque jour, il y a quelque chose qui me donne le sourire. Par exemple, il y a des mecs de Nantes qui passent régulièrement ici. Chaque fois que je les vois, je m'écroule de rire pour me faire un peu de plaisir.